je suis dans une chaîne industrielle sur l'eau, mais aussi dans un projet IMU sur la ville biométrique. Et je vais m'inspirer un peu de ce projet dans ce que je vais vous dire maintenant. Alors, si on dit que, enfin, si on a comme titre de ce séminaire l'individu créateur de ville, et bon, moi j'ai lu tous les documents en amont, et il y a une sorte de mise en valeur de l'individu comme créateur possible de la ville. Ce qui suppose quelque part que la ville, l'individu pour l'instant ne crée pas vraiment la ville. Enfin, il y a une sorte d'individualisme dont on a parlé, mais les individus de la ville aujourd'hui ne créent pas la ville, ou pas suffisamment. Alors, dans mes recherches sur le biométisme et dans le contexte de la ville, j'ai étudié un peu l'histoire de la ville et des modèles et des imaginaires qui ont existé dans le passé et qui ont permis à penser la ville. Et au 19e siècle, il y avait un modèle qui était assez dominant et c'était le modèle de la ville comme un organisme, voire même comme un corps humain. On le trouve chez des hydrologues urbains. Ivan Illich l'a étudié dans son étude de l'eau. Ils disent par exemple que les réseaux d'eau, c'est comme des veines et des artères, que les pompes qu'on va parfois utiliser pour transporter et faire circuler l'eau, c'est comme le cœur, que le parc, c'est comme les poumons. Voilà. Et donc, il y a toute une série de métaphores, mais peut-être l'essentiel ici, c'est de voir la ville comme divisée dans des organes, quoi. Et donc, cette idée se perpétue au XXe siècle avec le zonage qu'on trouve chez Le Corbusier. Et ça donne également lieu, me semble-t-il, à l'idée de la gestion ou du gouvernement de la ville comme étant ce qui se fait de manière un peu exécutive dans ce qui, dans cette analogie, va être le cerveau. Donc c'est là où les décisions se font. Et donc, dans ce modèle-là, quels sont les citoyens? Eh ben, ce sont essentiellement des gens qui disent oui ou non. C'est du feedback par rapport au pouvoir de décision exécutif. Donc voilà, si on aime bien ce que font les élus, on va dire oui, très bien, continuez, ils sont réélus. Et sinon, on va dire non, et ben, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Alors, pour des raisons essentiellement liées à la durabilité et donc la question de l'écologie, un autre modèle et un autre imaginaire est en train d'émerger, et c'est le modèle de la ville pensée comme une forêt. Bon, pensée déjà comme un écosystème, mais comme dans la plupart des terres habitées par les êtres humains, l'écosystème de base qui était là avant nous, c'était la forêt. On va penser la ville comme une forêt. Donc, c'est ce qu'on trouve chez Michael Braungart et William McDonough. Donc, c'est des penseurs de l'économie circulaire. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Cradle to Cradle, que vous connaissez peut-être, où ils disent « Imaginez un bâtiment comme un arbre et une ville comme une forêt ». C'est une idée qui a également été reprise par the Biomimicry Guild. Donc, c'est une organisation fondée par Janine Benyus, l'auteur du livre le plus célèbre sur le biomimétisme. Et en fait, the Biomimicry Guild a créé un rapport qui s'appelle Genius of Biome en collaboration avec une société d'architectes à HOK. Et ils étudient les biomes, donc les forêts de la côte est des États-Unis, de l'Europe et de l'Est de la Chine. Et ils essaient de s'inspirer de ces biomes pour penser les systèmes humains dans les systèmes urbains. Et l'exemple qu'elle donne, qui donne dans ce rapport et qui est intéressant pour nous, c'est l'évapotranspiration. Donc, dans une forêt, chaque arbre va transpirer un petit peu d'eau, et l'effet pour l'ensemble est un rafraîchissement l'été de la forêt. Donc, c'est très intéressant pour nous de prendre ça comme un modèle pour penser à la question du changement climatique, les îlots de chaleur urbaine et ainsi de suite. Mais il y a un principe qui est important ici, et c'est ce qu'on appelle en anglais « lots of littles », donc beaucoup de petits. Donc, c'est l'idée que chaque arbre apporte un petit quelque chose, ça fait du bien à l'ensemble. Mais il y a quelque chose qui manque un petit peu dans ces analyses et qui ressort lorsqu'on compare le modèle de la ville pensée comme un corps humain ou la ville pensée comme une forêt. C'est le fait qu'un corps humain, les êtres humains, on est d'un point de vue écologique des consommateurs. Voilà, c'est-à-dire il y a des producteurs, donc les arbres qui produisent la biomasse, et nous, comme les animaux, les autres animaux, on va consommer cette biomasse. Voilà. Et donc, si on imagine la ville comme un corps humain,
eh ben, ça va donner lieu à un système énorme de consommation qui va aller puiser dans son environnement tout s'il a besoin, et puis ça va créer énormément de déchets. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la société de consommation et puis le métabolisme urbain qui est le nôtre aujourd'hui. Alors que dans une forêt, il n'y a pas de tout cette façon de fonctionner. Chaque petit élément va également être producteur. Enfin, les arbres vont produire de l'énergie, ils vont produire de l'eau purifiée, de l'air purifié, ils vont produire des habitats, ils vont produire un climat stable. Et donc, chaque élément n'est pas juste un élément, une sorte de cellule de consommation, c'est un élément producteur. Et donc, on arrive quelque part à l'idée, enfin, on est proche maintenant de l'idée de l'individu consommateur de ville, parce que dans une forêt, les éléments individuels, les éléments constitutifs, donc les arbres, sont en quelque sorte les producteurs principaux de la forêt. Alors, comment alors penser l'humain dans tout ça? Comment penser l'humain dans la ville biométrique? C'est quelque chose que Braungart et McDonough ne font pas suffisamment. Ils sont partis en Chine avec l'ambition de faire des villes biométriques pour 500 millions de Chinois. Pour ça, pas marché parce qu'ils n'ont pas du tout tenu compte de l'humain, de la politique, de la culture. Il y avait des problèmes de corruption et donc le projet pilote n'a pas marché. C'est beaucoup trop descendant. Néanmoins, il y a dans cette vision d'un bâtiment comme un arbre et une ville comme une forêt la possibilité de repenser la question de l'habitant. Alors, je ne prends pas l'habitant au sens heideggerien, enfin, habiter, c'est l'essence de l'humain, mais plutôt dans le sens de l'habitant d'un bâtiment. Enfin, que devient l'habitant d'un bâtiment, un appartement, une maison, lorsque cet habitat est pensé de manière écologique, donc si une maison ou un immeuble est pensé un peu comme un arbre, eh ben, il va y avoir tous ces phénomènes de production dont j'ai parlé tout à l'heure et qui peuvent être réalisés par les panneaux solaires, les systèmes de récupération de pluie, les toitures végétalisées, ce genre de choses. Et tout ça peut donner lieu à un phénomène de mieux vivre. Enfin, c'est un peu l'intitulé de cet atelier, comment mieux vivre. Bon, c'est bien pour la santé, c'est bien pour lutter contre le changement climatique, ça peut avoir des éléments esthétiques. Mais il y a quelque chose qui me semble important ici, c'est le sens que ça peut avoir aussi pour l'habitant et la valeur que ça peut créer pour l'habitant. Je ne sais pas si vous connaissez ce que les économistes appellent l'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est le fait que lorsqu'on participe à la production de quelque chose, ça prend plus de valeur pour nous. Donc, si quelqu'un a fabriqué une table IKEA, s'il l'a assemblée lui-même, il pense que ça a plus de valeur que s'il va juste l'acheter déjà assemblé. Donc, le fait de participer à la production, ça ajoute de la valeur pour l'individu qui le fait. Alors, les économistes, ils étaient un peu surpris par ça parce qu'ils voient les choses de façon très utilitaire. Ça veut dire, les choses sont utiles pour moi, une table est utile, peu importe si je l'ai fait ou pas. Mais dans une logique d'individu créateur de ville, on se rend compte que ce n'est pas juste une question de l'utilité des choses, mais aussi du fait que créer des choses ou participer à la création des choses fait que ces choses-là ont plus de valeur pour moi. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment pensé. Donc, il y a cet effet IKEA qu'on retrouve également, enfin, j'ai parlé de l'habitant des bâtiments, je vais parler maintenant de l'usager, et j'ai pensé plutôt à l'usager de l'espace public et aussi des services publics. Et j'ai quelques exemples qui témoignent un peu de cet effet IKEA, mais aussi l'entrée du modèle de la ville pensée comme une forêt. Donc, un premier exemple, c'est la Bièvre à Paris. Donc, il y a une commune à Paris qui s'appelle Fresnes, et il y a un espace vert dans Fresnes, et il y avait un projet immobilier de développer cet espace vert. Et les résidents, ils se sont mobilisés contre cette transformation d'un espace vert en des immeubles. Et ce faisant, ils ont pris conscience du fait qu'il y avait une rivière là, la Bièvre, qui avait été enfouie, polluée, etc., mais qui traversait quand même cet espace vert. Et ils ont commencé une dynamique, et au final, ils ont pu réouvrir dans cet espace vert la Bièvre. Et puis, ça s'est fait là. Et puis, dans d'autres endroits, le long de la Bièvre, le même mouvement s'est développé. Et donc, il y avait au final un investissement de la part des pouvoirs publics de 216 millions d'euros dans un projet. Donc, c'est une initiative locale qui va tout à fait dans la logique de la ville comme une forêt, parce que là, c'est une sorte de voie urinaire qui se transforme en une véritable rivière. Et donc, voilà l'exemple de la Bièvre. Il faut terminer. D'accord. OK, bon, je ne donne pas le dernier exemple. Ce qui me semble important, et pour faire le lien avec tous les autres débats, c'est le fait que tous les exemples que je donnais, panneaux solaires, etc., la Bièvre,
Alors, il faut mobiliser le citoyen pour des raisons politiques. C'est-à-dire que si on fait une centrale nucléaire, l'État, avec EDF, peut très bien le faire sans consulter, sans parler avec les citoyens. Et il ne peut pas juste aller mettre des panneaux solaires sur tous les bâtiments individuels. Enfin, il faut parler avec les citoyens. Et c'est la même chose pour toutes ces techniques un peu décentralisées qui transforment l'individu en tant que créateur. Et donc, il y a un besoin de parler avec les citoyens. Enfin, Bruno Charles, j'étais à un colloque l'autre jour, Bruno Charles a dit on ne peut pas faire du développement durable sans des citoyens. Et voilà.